Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy. Et moi, c'est Aïssata. On est ravis d'être de retour après quelques mois. Mais en tout cas, on est là. On a des épisodes et on a hâte d'en discuter avec vous. Oui, on ne vous oublie pas, hein, partout où on va, toutes nos interactions, on est en train de chercher les pépites, les prochaines histoires pour vous. Donc, Mhm. c'est dans ce cadre-là qu'on est là aujourd'hui avec une nouvelle histoire bien chic, bien choc. Je dirais juste trigger warning, parce Mhm. qu'il y a une mention d'agression sexuelle Mhm. on est dans l'épisode, donc faites juste attention à ça, quoi. Bonne écoute et puis on se retrouve à la fin. À toutes. Mon histoire commence il y a de cela peut-être 5 ans maintenant. Donc juste pour un petit background pour mieux comprendre le contexte de l'histoire. Donc je suis sœur aînée déjà, donc j'ai des petits frères et sœurs, donc j'ai un tempérament un peu très maternel. Je me suis beaucoup occupée d'eux. J'ai aussi grandi dans une famille où j'étais assez protégée. J'ai eu une éducation chrétienne assez stricte. C'était beaucoup l'école, l'église et la maison. J'ai eu un premier amour au lycée. On est resté ensemble pendant des années. C'était notre première expérience à deux. Ça a été une histoire qui m'a beaucoup marquée. C'est quelqu'un que j'aimais énormément. On a quasiment grandi ensemble. Mais on a décidé de se séparer après des années parce que ça allait pas marcher. Il était musulman, j'étais chrétienne et on ne pouvait pas vraiment faire de concessions à ce niveau-là. Donc après cette rupture, j'ai continué mes études et puis j'ai décidé de déménager au Canada, donc de quitter la France pour le Canada. J'ai eu 2 premières belles années au Canada. Puis en 2020, Covid est arrivé. J'étais à cette époque en colocation et pendant le Covid, j'ai déménagé, j'ai eu mon appartement. Donc c'était la première fois que j'habitais seule. Et forcément vient aussi la solitude parce que j'avais plus mes colocataires. Mes amis, bah, il y en a plein qui sont rentrés. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup de changements durant cette période-là. Et j'ai une amie qui me conseille, ta vie amoureuse, en fait, il faut que tu fasses quelque chose par rapport à ça. Parce que tu peux pas rester comme ça constamment. Donc, juste pour revenir au niveau de la vie amoureuse, j'ai pas fait beaucoup de rencontres ici, mes 2 premières années. Parce que je refusais en fait de télécharger les applications de dating. Parce que ici, ça marche beaucoup comme ça. Les gars viennent pas trop te parler dans la vraie vie. Et ça me dérangeait pas vraiment. Les 2 premières années, ça me dérangeait pas. Mais à partir d'un moment, ça commençait à devenir assez lourd pour moi. Donc quand cette amie-là m'a conseillé, en plus elle avait rencontré son gars comme ça aussi. Donc je me suis dit, ok, je vais télécharger un dating app et on verra ce que ça va donner. Donc ouais, je commence à matcher avec des gars. Bon, il y en a, c'est pas trop mon style, mais je sors, je vais en date, j'explore un peu. Toujours dans l'idée que je suis pas là pour rencontrer l'homme de ma vie, mais juste par curiosité, pour faire des nouvelles connexions. Jusqu'au jour où je match avec un gars qui est de la même origine que moi. Tout de suite, ça m'a sauté aux yeux parce que dans la ville où j'habite au Canada, il y a pas une grosse communauté de chez moi ici. Ça m'a fait plaisir de matcher avec quelqu'un qui était de la même origine que moi. Donc, on a commencé à parler sur l'application. Et très vite, en fait, il a voulu qu'on échange nos numéros. Et on a commencé à parler par message, etc. Donc, lui, il habite ici depuis des années. Donc, il me raconte un peu ce qu'il fait dans la vie. Nos conversations étaient vraiment naturelles. On parlait toute la journée. Il y a des fois, il était au travail, même, il se cachait pour me répondre à mes messages. Donc, très rapidement, en fait, les messages ont commencé à se transformer en conversations téléphoniques. Et on décide de se rencontrer et d'avoir un premier date. Donc, moi, j'étais vraiment pas dans l'optique d'avoir une relation amoureuse avec ce mec de base. Parce que déjà, de un, c'était pas mon style. Et de deux, j'avais plutôt un vibe amical avec lui. Parce qu'il me faisait rire. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui avait la tête sur les épaules et quelqu'un de mon origine avec qui je pouvais parler. On parlait la même langue, on se comprenait. C'était une bouffée d'air frais pour moi. Donc,
On décide de se rencontrer. Le premier date, j'arrive en retard. Il m'attend. Et quand je le vois, ben, j'ai pas forcément de coup de cœur au niveau du physique, etc. Et le date se passe très bien. C'est surtout lui qui parle. J'avais aucun sentiment amoureux pour lui. À la fin même, on a fait 50-50 sur l'addition. Sur le coup, ça m'a vraiment pas choqué plus que ça parce que c'était... Je me suis dit, lui, là, je vais le mettre dans la friend zone. Ça va être un pote. Et puis ça s'arrête là. En même temps, je voyais d'autres personnes aussi. J'allais en date avec d'autres personnes. Au fur et à mesure, il prenait quand même une place dans ma vie, mais il n'était pas constamment là. Et on a décidé de se voir une deuxième fois. Donc c'est plutôt lui qui insistait pour qu'on se voie une deuxième fois. Ce deuxième date, ça a été un date très bizarre. Je ne saurais pas comment expliquer, mais je pense qu'à ce moment-là, j'aurais dû m'écouter. Il y a un moment donné où il me dit, où il prend un air grave pendant qu'on est en train de discuter. Il me dit, ouais, j'ai des problèmes à la maison. Je fais, ah ouais, t'as des problèmes à la maison? Comment ça? Et puis là, il commence à me raconter qu'avec ses parents, ça se passe pas bien, qu'il vit encore chez ses parents et que, voilà, il étouffe. Et il commence à aussi me dire, et puis il faut que je te dise quelque chose, je viens d'apprendre que j'ai un enfant. Je lui dis, comment ça? Il me dit, ben, je viens d'apprendre que j'ai un enfant, elle vient d'avoir l'enfant et elle veut pas me voir. Je lui dis, ok, mais tes parents savent que t'es papa? Il me dit non, je ne l'ai pas encore dit à mes parents. Et puis c'était vraiment une conversation tellement bizarre, parce que je lui dis, mais tu vas faire quoi? Et il me dit, je sais pas, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je lui dis, bah occupe-toi de ton enfant, je sais pas moi. Tu m'annonces que t'es papa, bah, prends tes responsabilités, etc. La manière dont il réagissait, j'avais l'impression que c'était un test en fait, et que c'était lui qui essayait de me tester pour voir ma réaction. Et je lui dis, je te crois pas. Il me dit, bah si. Je lui dis, bah montre une photo. Et il me montre une photo, mais en fait, j'ai tout de suite vu que c'était pas... je sais pas comment expliquer. Je pense que c'était son ami qui a envoyé la photo. Je lui dis, mais c'est bizarre, pourquoi c'est ton ami qui t'envoie la photo de l'enfant? Bref. À la fin, il m'a dit non, je rigolais, je voulais juste voir ta réaction. Je fais, ok, t'es vraiment très, très, très bizarre en fait. J'avais un sentiment de malaise vers la fin du date. Il m'a raccompagnée. Et vraiment, même après le date, je me suis dit, je sais pas si j'ai envie de revoir ce gars. Et puis lui, le lendemain, il est revenu me parler. C'est ça. Entre-temps, je crois qu'il m'a annoncé qu'il a perdu son ex. Donc il m'annonce ça, il m'annonce, oui, j'ai appris que mon ex s'est fait assassiner. Puis à l'époque, il y avait vraiment l'histoire d'une fille pas loin de là où il habite, dans notre pays d'origine, qui s'était fait assassiner sur son lieu de travail. Et il m'a dit que c'était elle et qu'il a appris la nouvelle et qu'il est juste au bout de sa vie, etc. Et je lui dis, ok, je suis désolée, est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux qu'on se voit pour qu'on en parle, pour qu'on en discute, etc. Il m'a dit non, je préfère être seule à ce moment-là. Je fais, ok, d'accord. Si je pourrais décrire cette personne avec des mots assez simples, c'est quelqu'un, en fait, qui était d'une grande fragilité, qui était un peu différent. Et j'avais l'impression que lui et moi, on se ressemblait. On se ressemblait beaucoup sur plein de points. C'était quelqu'un d'assez introverti, mais qui était d'une grande intelligence aussi, à l'époque. En tout cas, c'est ce que je pensais. Il était drôle, il était simple. C'est quelqu'un qui se posait beaucoup de questions existentielles, un peu un marginal, voilà, un rebelle, un sorte d'hippie. Il aimait pas mal de choses que j'aimais également. Et il avait aussi cette ambition-là de vraiment pouvoir changer notre pays d'origine. Il voulait créer son business dans l'agriculture pour aider le pays, etc. Donc c'était vraiment ça son caractère. Donc c'était quelqu'un d'assez charismatique quand même. Et on passait beaucoup, 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 beaucoup de temps au téléphone en fait. Et plus on passait du temps au téléphone, plus en fait il se dévoilait, il me racontait des choses sur lui, sur son passé, sur son vécu. Et je pense que c'est vraiment comme ça, avec toutes ces conversations-là, que j'ai quand même, il a pris une place dans mon quotidien et dans ma vie en général. Voilà. Donc il arrive un moment dans nos échanges où il me raconte un peu son passé amoureux. Donc il me dit que son ancienne relation l'a traumatisé,
que son ex était quelqu'un de très violente et qu'il a rompu avec elle, mais que c'est une relation qui l'a marqué. Et en même temps, il me raconte aussi son enfance, qui était une enfance assez difficile et compliquée. Et je pense que c'est à ce moment-là que mon syndrome de l'infirmière s'est réveillé. Et en fait, ce gars-là, j'avais envie de le réparer, tout simplement. Il y avait quelque chose chez lui qui m'attendrissait et qui me donnait envie de le sauver, de le soigner. Moi, entre-temps, il y a un drame qui se passe dans ma famille et je dois rentrer. Je lui annonce que je dois retourner en France pour quelques semaines parce que j'ai un deuil. Il était là pour moi pendant le deuil. On parlait beaucoup et il réussissait aussi à me calmer un petit peu durant ce moment-là qui était assez très très compliqué pour moi. Le matin même de mon vol, en fait, il a insisté en fait pour me voir avant que je rentre en France. Mon vol, il était très tôt, il était peut-être à 9 heures du matin et il s'est réveillé, il m'a retrouvé à l'aéroport à 7 heures et on s'est vu. Il voulait juste me voir et me faire un câlin, il me souhaitait bon courage pendant mon retour. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand je l'ai revu, que j'ai ressenti quelque chose en fait. J'ai ressenti quelque chose, donc je suis rentrée, j'ai passé du temps avec ma famille. Lui et moi, on parlait, mais à cause du décalage horaire, on ne pouvait pas vraiment concorder nos horaires, donc on passait moins de temps au téléphone. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il me disait tu me manques énormément en fait, rentre vite. Je supporte pas d'être loin comme ça et de pas avoir tes nouvelles. Donc, c'est resté dans un coin de ma tête, ça. Donc, je rentre de France et il me propose de venir me chercher à l'aéroport et moi, je lui dis non. Je préfère rentrer toute seule. En ce moment, il y a pas mal de régulations par rapport au Covid. On rentrait de voyage, il fallait s'isoler et puis voilà. À un moment donné, on était au téléphone tous les deux et il me dit est-ce que t'as été traumatisée à un moment dans ta vie pour être aussi méfiante? Je lui dis comment ça? Il me dit je sais pas, j'ai l'impression que t'as pas confiance aux gens parce que tu te protèges beaucoup en fait comme personne et c'est difficile de rentrer en fait dans ton monde. Et je sais pas, ça a juste en fait cliqué, ça a fait quelque chose dans mon mindset et je me suis dit ah oui c'est vrai, il a pas tort là-dessus. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez méfiante et c'est quelqu'un qui parlait beaucoup mais moi je disais pas vraiment grand-chose sur moi. Et en fait j'ai baissé ma garde à ce moment-là. J'ai baissé ma garde et j'ai commencé à être beaucoup plus ouverte avec lui par rapport à mes problèmes de famille, par rapport à des choses que j'ai vécues. Et il était là, il m'écoutait. La première fois qu'il m'a dit qu'il a des sentiments pour moi, c'était pendant une conversation qu'on avait en FaceTime. Ça m'a pris au dépourvu, en fait, je m'y attendais pas du tout. Et à ce moment-là, on était au téléphone, on parlait de quelque chose et il m'a dit il faut que je te dise quelque chose, en fait. Il me le dit en anglais, I like you. Et pour moi, en tant que Française, quand tu me dis je t'aime bien, je lui dis ben, je peux aimer beaucoup de choses, en fait. J'aime les fruits, j'aime les légumes. Qu'est-ce que tu veux dire par I like you? Et il me dit non, vraiment, je tiens beaucoup à toi. T'es quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, est-ce que c'est réciproque en fait? Je lui dis ouais, je pense que c'est réciproque de mon côté également. Et je pense que pas longtemps après ça, ça a été la première fois que je l'ai invité à la maison. Donc ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on se parlait. Et je me suis sentie assez open et assez confortable pour l'inviter chez moi. Donc, à partir du moment où je l'ai invité chez moi, c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rapprochés. Donc, ça a commencé à devenir un peu une habitude où il venait parfois en week-end. On passait l'après-midi ensemble, on cuisinait ensemble, on rigolait. On a développé une certaine complicité à deux. Et j'avais vraiment l'impression, en fait, qu'il y avait cette connexion-là entre nous. Donc à l'époque, moi, je me préservais. Ça faisait des années que j'étais dans une optique où j'étais abstinente, en fait. Je lui disais pas parce que j'avais pas envie de partager ça avec lui. Mais il y a eu un moment où on a eu une conversation par rapport à ça, où il me disait, bah, et toi alors, t'en es où dans tes relations? T'es une fille plutôt comment? Parce que
tu me racontes pas tes aventures ou je sais quoi. Je lui dis, bah, c'est parce qu'il y a rien à raconter, en fait. Moi, ça fait très longtemps. J'ai pas eu quelqu'un, ma dernière relation date de très très longtemps. Et il me dit, ok. Donc, il savait quelque part que j'étais pas active comme ça là et que je me préservais et que ça faisait très longtemps que j'avais pas connu quelqu'un. Est-ce qu'il me croyait quand je lui disais ça? Je sais pas. Et puis, on n'avait pas de discussion d'ordre sexuel, lui et moi. C'était vraiment une amitié de potes, en fait, des potes qui, au final, s'attachent l'un à l'autre et ça développe des sentiments. Et le premier rapprochement, c'est moi qui l'a fait. Je crois que c'était la 3e fois qu'il venait à la maison. On s'est embrassés. Sur le moment, sur le coup, j'en avais envie, il y avait une tension par rapport à nous. Il était réceptif. Par la suite, il y a eu une tentative, en fait, de sa part d'aller plus loin intimement avec moi. Et à ce moment-là, en fait, je lui ai dit que j'étais pas prête, en fait, à franchir ce pas-là et que je voulais vraiment prendre mon temps, apprendre à le connaître et voilà. C'était ça le deal. Il a juste compris, en fait, sur le coup. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je te comprends, je veux pas te forcer à faire quelque chose que tu veux pas faire. J'ai dit, ouais, je veux vraiment prendre mon temps et je suis pas prête. Et puis par la suite, on a eu pas mal de discussions par rapport à ça. Et je pense que c'est à ce moment-là que je lui ai dit plus précisément que, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience et je veux pas regretter aussi que j'avais peur et que je voulais pas gâcher la complicité qu'on avait. J'avais pas l'impression que c'était quelqu'un aussi qui voulait une relation amoureuse stable. Donc ça me faisait peur parce que je savais que j'avais peur de limite perdre mon âme en fait si je le laissais franchir cette étape. Pas longtemps après, il était à la maison, on cuisinait ensemble, etc. On regardait la télé à ce moment-là. Et il a initié, en fait, on a commencé à s'embrasser, etc. De fil en aiguille, en fait, ça a un peu dégénéré. Et au moment, en fait, où il tente l'approche, en fait, je lui dis, mais je croyais qu'on avait parlé, en fait, de ça. Et je pensais que c'était compris. Et là, en fait, il a juste franchi l'étape qu'il fallait pas franchir. Je me suis dit, merde. Mais j'ai pas eu le réflexe de l'arrêter. Je me suis juste figée, en fait, et j'ai pas eu la réaction que j'aurais aimé, en fait, avoir eu à ce moment-là. Je me suis dit, bah, c'est fini. C'est bon, en fait. Il a juste franchi l'étape qu'il fallait pas franchir. Et j'ai eu un gros déni, en fait, par rapport à ça. C'est vraiment des années après, maintenant, quand j'y repense, que je me suis rendu compte que, mais en fait, il m'a manipulé à franchir cette étape, en fait. Je me suis pas réveillée ce matin en me disant, bon, aujourd'hui, c'est le jour, je suis prête et je veux vraiment le faire avec lui. C'était pas du tout ça. C'est quelque chose, un moment qui m'a volé, en fait, quelque part. Mais j'étais tétanisée, en fait, et je voulais pas gâcher le moment. Donc, ça se passe. La première fois que je vois son masque tomber, ça a été à ce moment-là. Il va dans ma salle de bain et puis je l'entends couler la chasse. Quand il revient, moi, je vais dans la salle de bain et je vois qu'il y a pas de protection. Donc, au début, je suis assez... je suis affolée parce que je me dis, il n'a pas utilisé de protection ou quoi. Et il me dit, si, j'en ai utilisé. Je dis, bah, il est où? Et il me dit, je l'ai jeté dans les toilettes. Désolée pour les détails grosses, mais c'est juste pour décrire... ce qui s'est réellement passé. Et puis pour rigoler, là, je lui ai dit, écoute, tu l'as jeté dans les toilettes, t'as coulé la chasse, je t'ai entendu. Si tu bouches mes toilettes, toi et moi, on va se taper, en fait. Parce que tu vas me donner des problèmes avec mon propriétaire. Et là, le gars me regarde. Et il me dit, si tu me touches, je te tape. Je te frappe, en fait. Et en fait, je voyais son visage et son expression. Et je savais qu'il rigolait pas. Et à ce moment-là, je dis rien. Il se rhabille, il me dit au revoir et il part. Et moi, je suis comme ça en train de me demander, mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Il continue à m'envoyer des messages, je suis un peu distante. Et en fait, très vite, en fait, j'ai rien compris à ce qui se passait. Il a commencé à faire le chaud et le froid avec moi. C'est-à-dire... prendre des heures pour répondre à mes messages alors qu'avant, il répondait à la minute. Ou des fois, on allait parler et d'un coup, plus de réponse et tu l'entends le lendemain, donc le ghosting. Par la suite, quand je le revoyais,
je savais même pas en fait sur quel pied danser avec lui parce que un jour il pouvait être très très froid avec moi et avoir des réactions vraiment excessives et méchants. Et un autre jour, il pouvait être adorable, on pouvait retrouver notre complicité d'avant. Et le pire, c'était le gaslighting. J'ai jamais eu de situation où j'ai eu ça. C'est par la suite que j'ai compris en fait ce que c'était. Mais c'était vraiment des moments en fait où j'avais l'impression d'être folle, où j'avais l'impression que j'avais des trous de mémoire, où je savais plus ce que j'avais dit, ce que j'avais pas dit. Pour donner des exemples, il y a un jour comme ça où son anniversaire approchait. On était là chez moi, on discutait et il me disait ouais, j'aimerais bien que tu me fasses quelque chose pour mon anniv. Je lui dis ah ouais, qu'est-ce que tu veux faire pour ton anniversaire est-ce que tu veux quelque chose en particulier, etc. Et à la minute d'après, le gars me dit pourquoi tu me poses cette question. Je lui dis mais parce que tu m'as demandé en fait organise-moi quelque chose pour mon anniversaire, donc je te pose ces questions. Il m'a dit, je t'ai jamais dit d'organiser quelque chose pour mon anniversaire. Je lui dis, quoi? Et c'était plein de situations comme ça qui, à la longue, en fait, t'as l'impression que tu perds la tête. T'es dans un état de confusion totale, en fait. Parfois, on allait être au téléphone et j'allais lui répondre quelque chose. Le lendemain, il allait me reprocher. J'ai pas aimé comment tu m'as parlé hier. Pourquoi tu me parles comme si j'étais ton enfant? Je lui fais, quand est-ce que je t'ai parlé comme si tu étais mon enfant? Je t'ai juste donné mon avis. Il me dit, non, à ce moment-là, tu as crié, j'ai pas aimé ton ton. Et toi, tu te refais la scène dans ta tête, tu dis, mais non, je l'ai traité normalement, en fait. Je n'ai même pas crié. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et c'était que des choses comme ça, en fait. J'avais l'impression que je devenais folle, alliée avec ce gars. Et je voyais, en fait, des aspects de lui que je voyais pas avant. Je remarque que dans les histoires qu'il me raconte, c'est toujours lui la victime en fait. C'est jamais les autres. C'est ses parents qui lui ont fait du tort. Ses ex étaient folles. Dans toutes les histoires qu'il me racontait, c'était toujours les femmes qu'il quittait. Mais en fait, il n'y avait jamais de remise en question de sa part. Dans les techniques de manipulation qu'il faisait, c'était aussi beaucoup de remarques en fait sur mon physique. Mais c'est pas des remarques directes, ça allait être des remarques très subtiles et indirectes en fait, qui au fur et à mesure, tu commences même toi-même à être insécure en fait par rapport à ton physique et tu commences à te dire est-ce que c'est à cause de moi qui me traite de cette manière? Est-ce que c'est parce que je suis pas assez belle, je suis pas assez mince, je suis pas une baddie d'Instagram, est-ce que c'est pour ça en fait qu'il me traite de cette manière? Je me suis retrouvée à il m'intéresse pas, c'est pas mon style. Ça va plus être un ami à maintenant, je pense que j'ai des sentiments. Maintenant, c'est devenu une épreuve de lui parler. Il y avait moins d'appels, moins de contacts de sa part. C'est comme si il m'assoiffait en fait de ça. Je me retrouvais des fois à regarder en fait ses followers sur Instagram. C'est qui cette fille? À aller sur des profils, regarder les likes et me comparer. Et c'était juste en fait une situation horrible où le gars en fait il veut pas te laisser partir parce que j'ai eu plusieurs tentatives dans la relation où je voulais juste en finir. Et en fait dès qu'il sentait que je m'éloignais et que je prenais mes distances, il revenait. Et quand il sait que c'est bon, elle est assise là, je l'ai, il repartait. C'était insupportable. J'avais l'impression de perdre la tête. Je pensais que j'étais bipolaire. Je savais plus en fait où est-ce que j'en étais avec lui. Et en fait, mes proches aussi remarquaient le changement en moi. Moi qui étais quelqu'un d'assez jovial, assez bubbly, une petite personnalité, assez de bonne humeur tout le temps, je parlais plus trop à mes proches. J'étais constamment déprimée, j'étais constamment stressée. Ce mec me stressait, il m'enlevait tout mon âme. C'était un vampire émotionnel en fait. Il m'enlevait tout. Je me reconnaissais même plus en fait dans mon comportement. J'ai tenté plusieurs fois de lui expliquer que son comportement me blessait. Il avait un don pour retourner la situation. Donc au début, c'est moi la victime, mais à la fin, c'est toujours lui la victime. Et tu te retrouves à t'excuser pour quelque chose que tu n'as même pas fait. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai juste arrêté de le contacter et il revenait tout le temps, constamment, du jour au lendemain. Il m'appelait.
Mais on ne réglait jamais les problèmes, en fait. Nos problèmes, c'était toujours remis après. Sa manière à lui de régler les problèmes, c'était juste de m'appeler. Je lui disais ce que je lui reproche. Et lui, il me rajoutait une couche, il me reprochait des choses. Et quand je lui demandais des explications, il m'en donnait pas. Et il me disait, mais toi aussi, tu fais des choses qui me plaisent pas. Et au final, à la fin de la conversation, rien n'est réglé. Le problème est mis comme ça sur le côté. Il y avait des moments, parce que en fait c'est ça le problème dans les relations où il y a de la manipulation émotionnelle et physique, c'est que il y a des bons moments. Il faut qu'on s'accroche à quelque chose et la personne en face elle le sait très bien qu'elle peut pas être 24 heures sur 24 mauvaise. Donc toi, forcément en tant que victime, tu t'accroches au bon moment que vous vivez ensemble. Tu t'accroches à l'espoir en fait que ça puisse changer et que tu puisses retrouver cette personne que tu as connue au début. Ça a été ça en fait. Tout le long de cette relation qui a duré que quelques mois en fait, j'ai été vraiment à la quête du gars que j'ai connu au début. Et même mon cerveau n'arrivait pas à associer ces deux aspects-là de lui. Et là, je me rends compte que j'ai oublié un détail très, très, très important. C'est qu'un jour, il m'a montré la photo d'une fille sur son téléphone, le profil Facebook d'une fille, et il m'a dit, est-ce que je t'ai dit que j'avais une sœur, une demi-sœur? Et là, je lui dis, ah bon, t'as une demi-sœur? Il me dit, oui, oui, mon père, tu sais, il a une fille, en fait, qui vit aux États-Unis. On n'a pas la même mère, mais on a le même père. Je lui dis, ok, montre-moi sa photo. Et je vois la photo de la fille et je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dit, il est en train de mentir en fait, c'est pas vrai. À ce moment-là, il y a quelque chose dans ma tête qui me dit, retiens le nom et va regarder par toi-même. Donc quand je suis allée regarder par moi-même, je me suis rendu compte que cette fille dont il m'a montré la photo alors que je lui ai rien demandé, c'était son ex en fait, cette fille-là. Il y a eu une fois où il m'a invité à une soirée avec ses amis. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé, lui et moi. J'avais pris mes distances et moi, j'étais dans une quête de... j'ai envie de me détacher le plus possible de lui. Donc, on se voit à cette fête et déjà, il est pas tout le temps là. Il me laisse un peu seule. Et il n'y a que vers le milieu de la fête où il vient me voir et... On s'éloigne un peu et on sort dans la rue, on marche, on se promène, on parle un peu. Et au cours de la soirée, il a un ami, je pense que cet ami-là avait bu à ce moment-là et son ami a commencé à dire des choses en fait qu'il n'a pas aimé. À un moment, il mentionne une voisine que, soi-disant, le gars que je voyait à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a le début d'une bagarre. J'ai rien compris, en fait, ce qui s'est passé. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'il s'éloigne avec moi, on part dans la cuisine et on passe le reste de la soirée un peu éloigné du groupe. Donc il passe la nuit à la maison. Le lendemain, il me disait que ce moment qu'on a passé à part, ça l'a fait réaliser pas mal de choses et qu'il voulait me revoir dans sa vie, etc. Juste après, la semaine qui a suivi, je lui ai proposé qu'on se voit le samedi même. Et la veille où on devait se voir, en fait, on parlait, mais pareil, il recommençait un petit peu à ne pas répondre à temps, etc. Et il m'appelle le soir même et je lui dis, est-ce qu'on se voit toujours demain Et là, il me répond, il me dit, non, non, on se voit toujours demain, il n'y a pas de souci. Je dis, mais là, je dois te laisser, en fait, je dois partir, je dois rejoindre mes amis et tout. Je fais, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On parlait un peu par message et d'un coup, j'ai pas de nouvelles de lui. Le lendemain arrive, je me réveille, j'ai pas de nouvelles de lui, mais je vois qu'il poste sur les réseaux, je vois qu'il est actif. Et je sais pas, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, je ne le contacte pas si j'ai pas de nouvelles. Donc midi, 13h, 14h, 15h, pas de nouvelles. Mais le gars là, il est là, il poste des stories, il est actif.
Et je sais pas pourquoi, mais ça a été à ce moment-là que j'ai eu mon déclic, après des mois de violence psychologique, violence physique, parce qu'il y a eu des fois où il m'a poussé, il a eu des gestes aussi assez brutaux envers moi pendant tout ce temps-là. Mais après toutes ces choses-là, ça m'a juste fait un clic dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, il me respecte pas et ça ne va jamais changer. Donc la journée passe, j'ai pas de nouvelles. Et c'est que le soir, à 10 heures, qu'il m'envoie un message. Comme si de rien n'était. Bonjour, comment tu vas? Et je lui dis, mais franchement, t'es irrespectueux, j'arrive pas à y croire en fait. Est-ce que t'es disponible maintenant? Je dois te parler. Tout de suite, à la seconde même où j'ai envoyé le message, il m'a appelé. Et je lui ai dit, écoute, moi, c'est bon, en fait, c'est fini. Tu dis que tu tiens à moi, que tu as des sentiments, etc., mais tu n'as pas du tout le comportement de quelqu'un qui tient à moi. Moi, je ne peux pas continuer comme ça, tu me fais beaucoup de mal, c'est toxique, etc. J'ai eu une discussion à cœur ouvert où je lui ai vraiment tout dit sur mes ressentis, sur tout ce qui s'était passé auparavant. En face, c'était un mur, il était très sec, très, très distant, très froid. Et il m'a dit, écoute, j'ai pas envie que tu partes. J'ai pas envie que ça se termine, mais si c'est ça que tu veux, je vais pas m'opposer à ta décision, mais c'est pas ce que je veux. Ça a été une période, en fait, très, 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 très difficile pour moi. Parce qu'en fait, déjà, quelqu'un avec qui tu avais l'habitude de parler pratiquement tous les jours, tu passes de ça à plus de nouvelles. Quand j'ai eu cette rupture, j'ai eu plein de questions en fait auxquelles j'avais pas de réponse sur son comportement, sa manière d'être, qui il était réellement, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai. Donc, s'en est suivi des mois et des mois où je suis rentrée dans une, ouais, je peux dire dépression. J'allais tous les jours à la salle de sport. J'étais, ouais, je cherchais un exutoire en fait, et j'essayais de me reconstruire toute seule, tant bien que mal. Donc des mois et des mois passent, c'est l'été, ben, je suis outside, il y a des festivals, des fêtes, etc. Il y a un groupe mythique en fait de chez nous qui vient en ville à ce moment-là. Et moi, je suis avec une amie et on est dans un grand parc, il y a plein de monde et je le vois. Et je le vois avec ses amis de loin. À ce moment-là, je l'évite, on n'est pas à côté. Au moment où je m'apprête à partir, je vois que quelqu'un me tape sur l'épaule, je me retourne, c'est lui. Et là, je le revois presque un an après, jour pour jour. Et en fait, on reste figé à se regarder. On ne parle pas pendant des minutes. Et il me dit, mais ça va? Je fais, oui, oui, ça va. Et toi, comment tu vas? Il me dit, ouais, ça va, je suis surprise. Je suis surpris de te voir, mais je sais que t'habites pas loin et que t'allais être là. Je fais, oui, oui, je suis là. Et il me dit, mais t'as maigri, tu vas à la salle de sport maintenant. Je fais, ouais, j'allais pas être grosse toute ma vie, hein, tu sais. Il m'a dit, mais je t'ai jamais trouvée grosse. Et là, j'ai repensé à toutes les remarques qu'il me faisait par rapport à mon physique. Ça m'avait fait rire. Mais en fait, à ce moment-là, il me demande qu'est-ce que je fais après. Et je lui dis, rien, je pense que je vais rentrer. Il me dit, est-ce que ça te dirait de venir à l'after party avec mes amis, on va y aller. Je lui dis, ouais, je sais pas. Et entre-temps, j'envoie un message à mes amis. Mes copines qui étaient là depuis le début, elles m'ont dit, ne va pas à l'after, ne le contacte même pas, ne fais pas ça, ne fais pas cette erreur-là. Au fond de moi, je sais pas pourquoi, j'avais trop de questions en fait oui, où j'avais pas de réponse. Je sais pas, je voulais le revoir et en parler, même après tous ces mois-là. Donc je lui envoie un message et je lui dis ok, viens me chercher à telle heure, etc. Et donc
On s'est revus ce soir-là et on a tout de suite retrouvé une complicité. J'avais l'impression qu'on n'avait pas passé des mois sans se parler. J'avais l'impression que on s'était parlé avant-hier et on se revoit. Je ne saurais pas comment décrire cette soirée-là où on s'est revus, mais c'était magique. Au final, on n'est même pas allé à la soirée. On est allé sur la plage, on a parlé. Et je lui ai demandé, tu sais, j'ai énormément de questions où j'ai pas de réponse et j'aimerais bien qu'on soit 100% honnête l'un et l'autre et que on en parle. Et à ce moment-là, il me dit, écoute, je sais que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de problèmes. Le problème vient de moi. C'est pas toi le problème, en fait. Toi, t'as rien fait. T'as été correct avec moi depuis le début. Et il me parle de son enfance, etc. Et puis je lui dis, mais en fait, tu te rends pas compte à quel point tu fais du mal autour de toi avec ce genre de comportement, comment tu traites les personnes, en fait, t'as un réel problème. Et puis, on catch up aussi, cette soirée-là, je saurais même pas comment décrire, mais on a tellement parlé que j'avais l'impression que je l'avais retrouvé, en fait. J'avais pas envie que la soirée s'arrête. Le lendemain, il est rentré et entre-temps, j'ai une copine très proche à moi qui me demande des détails sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je lui ai posé des questions, mais pas les questions fâcheuses parce que je voulais pas gâcher le moment. Et entre-temps, il était revenu un petit peu dans ma vie et je recommençais à sentir cette anxiété-là revenir, ce stress revenir. J'avais trop peur, en fait, que tout le travail que j'ai fait auparavant, les mois d'avant, juste se réduise, en fait, et tout recommencer à zéro. Et à un moment donné, il insistait pour qu'on s'appelait. Donc on s'est appelé. Et je me suis dit, ce soir-là, c'est le soir, en fait, où je vais lui poser toutes les questions. C'est quoi ta situation actuelle exactement? Est-ce que t'es marié? Est-ce que t'es fiancé? Est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie? Et il me dit, non, je suis ni marié, ni fiancé, j'ai personne dans ma vie. Je fais, ah ouais? Je lui dis, mais tu sais, il y a eu un jour comme ça où t'étais à la maison et tu m'as montré la photo de cette fille. Tu me disais que c'était ta demi-sœur, mais par la suite, j'ai compris que c'était l'ex dont tu me parlais. Il me dit, quoi? Quelle photo? J'ai pas de demi-sœur. Je lui dis, bah si, je me souviens de ce moment-là, on était chez moi. Il me dit, non, je me souviens pas de ce moment. Je lui dis, donc je suis folle en fait. Il me dit, non, je t'ai pas dit que t'étais folle, mais moi, ce dont tu me parles, là, je m'en souviens pas. Je lui dis, ok. Il me dit, j'ai pas de demi-sœur. J'ai deux petites sœurs jumelles, mais j'ai pas de demi-sœur. Je lui dis, des jumelles? En fait, c'était vraiment une conversation tellement confusing. Là, j'ai pas de mots là-dessus. C'était une conversation qui avait vraiment aucun sens, en fait. Et je commençais à m'énerver aussi au fil du temps parce que j'ai compris, en fait, que c'était toujours la même personne et que rien n'a changé en un an. Absolument rien. Toutes les choses qu'il me disait la veille, tu sais, je suis quelqu'un de changé, je travaille sur moi, etc., etc. Nothing, pas du tout. J'en suis même arrivée à lui dire, écoute, on va juste arrêter de se parler, mais je veux des explications sur plein de détails et tu m'en donnes pas. Donne-moi au moins, juste pour moi, pour que je me fasse ma closure et que je mette là un mot de fin. Et il a refusé de me donner cette closure. Il y a eu un moment donné où il s'est même énervé sur moi parce que, soi-disant, j'aurais été agressif dans ma manière de lui poser des questions. Ce jour-là, officiellement, j'ai juste décidé de le rebloquer, de ne plus jamais contacter cette personne. Un moment où j'ai commencé même à me faire une vraie rétrospection. Qu'est-ce qui t'a attiré chez cette personne? Pourquoi est-ce que tu t'es autant accroché? Et pourquoi t'es pas parti au premier red flag? Pourquoi t'as été touché en fait par lui, par sa personnalité? Et même moi, ça m'a beaucoup aidé en fait à découvrir que ça, c'est mon style d'attachement. Ça, à cause de ces blessures-là que j'ai eues dans mon passé, c'est pour ça que j'ai ce type de gars-là m'a attiré, que je l'ai laissé rentrer dans ma vie.
ce que je peux retenir dans cette histoire est quelque chose que une amie très proche à moi me disait, mais j'arrivais pas à l'assimiler, c'est que la manière dont une personne te traite, ça définit pas ta valeur et la personne que tu es. Parfois, c'est pas personnel. Beaucoup de personnes se battent en fait contre eux-mêmes. Et par la suite, oui, j'ai dû faire un travail personnel sur moi et voilà où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. J'ai pas de nouvelles de lui. J'ai dû le revoir 2 fois depuis, de loin. Il a pas tenté d'approche. J'ai pas tenté d'approche. Mais ouais, c'est un peu ça mon histoire avec ce vampire émotionnel. Pour moi, l'amour, c'est la paix, tout simplement en fait. C'est ce sentiment-là de sécurité que tu as avec l'autre personne. Et c'est censé être ton calme dans la tempête. Pour moi, ça sera ça ma définition de l'amour. C'est pas censé, t'es pas censé être en stress en fait. T'es pas censé être constamment en état de détresse, de stress. T'es censé être calme en fait autour de ta personne. Donc c'est comme ça que je définirais l'amour. Bon retour après l'écoute de l'épisode. Franchement, c'était une histoire qui n'était pas facile à écouter parce que tu ressens vraiment l'impact que ce monsieur a eu sur la vie de l'invité et à quel point elle a souffert de cette histoire. Il y a pas mal de choses à dire hein, sur l'épisode. Je Mm. pense que le gars n'a pas forcément été tout le temps honnête, mais c'est un peu les effets secondaires d'une situationship. Parce que j'ai l'impression que quand les choses ne sont pas définies dans un cadre bien spécifique, c'est facile pour l'un ou pour l'autre de se comporter de certaines manières et de ne pas devoir rendre compte en fait. Parce que ben, on n'est pas réellement ensemble, donc c'est pas grave si je suis pas présent, si je fais ci, si je fais ça, si je te parle comme ci ou si je te parle des autres meufs que je vois, etc. Alors que ça a un impact sur la personne. Donc, je ne suis pas en train de dire non aux situationships. Hein. Personne n'est à l'abri des situationships, mais c'est pas Ça. de se retrouver dans ce genre de situation parce que la douleur et le gourmet qui en ressort est pareil que dans une vraie relation finalement. Mm, mm, mm. Et autre chose que je me disais aussi, c'est que on en parlait un tout petit peu offline avec Meggy sur le fait que l'invité a beaucoup cherché à avoir sa closure à pas mal de moments là où elle essayait de le quitter, que ce soit Mm. les questions qu'elle posait à la fin, dans le fait même qu'ils ont encore eu toute une dernière conversation, hein, bien après avoir rompu, ou ouais, dans le nombre de chances qu'elle lui donnait et tout. Et je pense que c'est bien parce qu'éventuellement elle a réussi à avoir son closure. Mais tu sais, sur Internet, sur Instagram et tout, souvent, il y a des quotes là qui te disent le manque de respect, c'était le closure. Euh, Mhm. et ce genre de choses. Donc là, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, le manque de respect, c'était le closure. Les sentiments négatifs qu'il invoquait en toi, c'était le closure. Le manque de confiance que tu avais en toi autour de lui, c'était le closure. Le manque de respect qu'il avait pour tes boundaries, pour ton corps, c'était le closure. Et je me dis qu'il y a des fois, il faut tellement Totalement. faire avec ça et ne pas tout le temps chercher à avoir une explication de l'autre, quoi. Et d'ailleurs, elle n'a pas eu le closure, elle a fini par le bloquer parce qu'il n'avait pas de réponse à ses questions. Et je pense que ce genre de personnage-là ils ont tendance à ne pas avoir les réponses parce que ben, leur toxicité est juste inexpliquée, quoi. C'est juste, c'est le personnage en lui-même qui était hyper toxique, en fait. Ouais. Et après, je pense aussi qu'il a profité du fait qu'il était en face de quelqu'un qui laissait beaucoup de choses passer. Ouais, ouais. Euh, De par ses blessures et ses traumas elle-même, je pense. Mhm. Exactement. Pas pour blâmer l'invité ou quoi que ce soit, mais c'est le genre de gars, ça m'étonnerait pas si demain il est avec quelqu'un et la situation est 100% différente et c'est tout un autre homme parce que la personne en face de lui sera beaucoup plus ferme sur certains trucs. Mm, Peut-être qu'il totalement. respectera cette personne-là un peu plus qui sait, mais je Mm. pense qu'il y avait des moments où il se permettait des choses parce qu'il sait que de toute façon il va revenir et puis... yeah. Ouais, ouais. C'est comme ça dans le camp de la sorcellerie. Aïe, aïe, aïe. Alors, un autre sujet que je voulais aborder, c'était celui du viol, qui est assez délicat. Et je me faisais la réflexion que dans nos sociétés, on nous apprend très souvent que le viol, c'est seulement quand tu as essayé
bah, vraiment de te débattre, de te sortir de l'emprise d'un agresseur. Euh, c'est bien cela, mais c'est aussi les fois où ça a été beaucoup plus subtil, où tu as dit non et on t'a dit que tu n'as pas dit non assez fort, ou que tu as été crispé tout le long et la personne n'a pas pu, ne s'est pas arrêté parce qu'il pensait à son propre plaisir avant ton consentement, euh, Et ou même, n'en a pas pris le temps de poser la question. mm, et désolée de te couper, hein, mais quand tu parlais, je me suis dit oui, effectivement, il pense à son plaisir avant ton consentement, mais il pense à son plaisir avant toi aussi, ton bien-être et ton plaisir, parce que si tu es crispé et figé, tu n'es pas Ouais, en train d'apprécier le moment qui est passé, tu vois, et tu te dis que ce serait quand même bien que la personne en face de toi s'inquiète de savoir que toi aussi tu passes un bon moment, quoi. Et c'est peut-être dans total, ce moment-là que tu peux voir que, ah ben en fait, non, il n'y a pas consentement parce qu'elle ne veut pas faire ça. totalement. C'est une question assez délicate, mais maintenant, je suis en train de penser à une vidéo que j'ai suivie, je ne sais pas si tu la connais, le consentement expliqué à travers une tasse de thé qu'on t'offre. Ah non, je ne connais pas. Bah, c'est une vidéo que ma psy m'a fait suivre il y a quelques années. Et en fait, c'était l'analogie de on t'a on t'a offert une tasse de thé. Il faut la voir. Je sais pas, je vais chercher comment elle s'appelle la Ouais, vidéo, mais en fait, est-ce que tu as dit oui au thé ou est-ce que tu as dit non? Ou est-ce que tu as dit le thé est trop chaud ou quoi? Et là, toute cette analogie-là, c'est pour démontrer les nuances dans lesquelles il y a viol en fait ou pas. ouais. Euh, Ah, mais c'est pas mal. Si, on va la partager et puis tu me l'enverras aussi pour que je regarde. d'accord. Ouais. Je pense que c'est des conversations à avoir et à avoir et à avoir et à avoir. Le plus on communique, le plus on s'informe, euh, le plus on éduque non seulement les hommes mais les garçons dès un jeune âge à respecter les limites des femmes pour grandir et être des hommes respectueux et soucieux de la sécurité des femmes, quoi. Ouais. Et je me dis, franchement, dans ces domaines-là, mieux vaut être trop prudent que trop. Hmm, Vois. Parce que c'est en étant un peu plus prudent, si tu n'es pas sûr, considère que c'est non, en fait. Et puis, si c'est bien clair, tu le sauras. Mais tout ça me fait penser au fait aussi que un sujet qui me vient en tête, c'est le fait que justement, et je pense que c'est un peu une partie du contexte de ce qui a eu lieu dans cette situation-là, c'est que dans les relations romantiques entre deux adultes, c'est comme si en fait le sexe est évident et que ça va se passer, que ça doit se passer, que autant, tu sais, si on est en relation, on doit communiquer et tout, autant il faut qu'on ait des relations sexuelles. Alors que c'est pas le cas en fait. Tout le monde n'a pas la même approche de cela. Et puis, tu peux tomber sur quelqu'un bah, qui n'a pas envie, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de ça dès le départ. On se dit juste que bah, une étape à franchir dans notre couple, c'est juste hmm, ça, et puis ça va se faire. Et ça rappelle en fait l'importance de la communication. Il faut communiquer, 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 over-communicate au maximum. Et totalement. la vérité qui est triste à dire, c'est que la communication ne va pas empêcher hein, les situations là où Hmm, il y a abus, là où les limites des uns et des autres ne sont pas respectées. hmm, C'est le mieux qu'on puisse faire pour essayer hmm, d'éviter le pire. Et je pense aussi que dans la question de la communication, donc oui, il y a vraiment, faut éduquer les hommes, les garçons et tout, à savoir poser les bonnes questions et à savoir lire l'autre hmm, en face de lui. Et je me demande aussi à quel point, et ça c'est plus une question, je réfléchis aussi parce qu'on parle souvent de l'éducation des garçons, mais quand je pense à l'éducation des filles, je pense que nous n'avons pas forcément toujours eu les armes nécessaires pour nous hmm, empower, donc pour nous donner le pouvoir et la confiance de dire non haut et fort. On ne nous apprend pas à dire non. Comment tu dis non? Comment tu positionnes ça? À quel moment? Comment affirmer ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas? Hein, parce qu'autant que on n'apprend pas forcément aux femmes à dire non, c'est aussi très mal vu pour une femme d'être un peu trop aguichante et d'être celle qui va faire les avances aux mecs, etc. Donc, il y a beaucoup d'avancées à faire de ce côté-là. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que pensons aussi, du coup, dans l'éducation de nos filles, à comment est-ce qu'on peut les armer avec ce qu'il faut, pouvoir s'exprimer comme elles le veulent dans ces contextes-là. Parce que ça aussi, c'est difficile. hmm. Definitely. Bah, sur ce, parce que c'est un sujet hyper lourd et délicat, on espère que qu'on pourra entendre vos retours et en discuter davantage, créer des discussions autour de
ce sujet parce que c'est des discussions importantes à avoir. On vous laisse méditer dessus. Et puis oui, je suis d'accord avec le fait que c'est important à avoir, même entre groupes d'amis et tout. Souvent, c'est quand on commence à parler de ces choses-là, tu dis que, ah, élément, toi, tu es assis à côté de moi, là. On dirait que tu ne sais pas trop c'est quoi le consentement, quoi. Et une fois, on a eu une discussion comme ça en soirée. Hey, tout le monde est rentré fâché, Tu vois, très tu fâché. regardes tes amis, Ah, tes gars d'une hum. manière où tu dis que, mais en fait, je pense que tu as brisé plusieurs femmes là-bas dehors. Ah, voilà. Donc, Ah, c'est important d'en parler même. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'éducation des enfants, mais en fait, en société, en fait, en faire un sujet qui est ouvertement discuté pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que chacun fonctionne. En tout cas, sur ce. à la prochaine. Bisous, bisous.